On disait que la guerre était terminée depuis 50 ans, mais les morts n'arrêtent jamais de chuchoter. Les cicatrices de la Terre ne se sont jamais refermées. Ni celles des bombardements orbitaux, ni celles des villes transformées en glace, et certainement pas celles de la trahison. 50 ans, et pourtant, le souvenir brûle plus fort que les projectiles de plasma qui ont embrasé la ceinture atlantique. À l'époque, l'humanité implorait la paix. Nous envoyions des diplomates, nous signions des traités, nous proposions technologie, commerce et même des soldats. Nous ne demandions qu'une chose, respecter notre espace, rester hors de sol, pas de flotte extraterrestre près de Mars, pas de patrouille survolant Neptune, pas de sondes occultées scrutant la magnétosphère terrestre. Ce n'était pas que politique, c'était sacré. Après ce qu'ils avaient fait, il fallait que ce soit ainsi. Mais les extraterrestres n'écoutent jamais tant que cela ne leur coûte rien. Et la semaine dernière, quelqu'un a franchi cette limite. Le commandant Ronan s'est réveillé à 4H, comme toujours. Seul, en silence, avec cette vieille douleur dans la poitrine qui ne s'est jamais vraiment dissipée. Il avait une femme, un fils. Ils étaient sur la station Europe lorsque les Varnat ont attaqué. Les extraterrestres ont prétendu qu'il s'agissait d'une erreur de ciblage. Ils disaient viser une cache d'armes et non un centre civil. Ils regrettaient la perte de vies humaines. Ronan ne voulait pas de regrets. Il voulait du sang. L'alerte arriva alors qu'il sirotait son café noir, les yeux rivés sur le journal de transmission qui n'apportait que de mauvaises nouvelles. Un vaisseau éclaireur Varnat était entré dans le puits gravitationnel de Jupiter. Classe furtive légère, équipage réduit, probablement juste un nouveau test de limite. Un coup diplomatique, peut être, mais cette fois, la Terre n'envoya pas d'avertissement. Il n'y aurait pas de conférence de presse, pas de débat au Conseil galactique. Cette fois, Ronan activa le protocole 0. C'était simple, brutal, définitif. Tout vaisseau non humain pénétrant sur sol serait immédiatement détruit. Aucune exception, aucun survivant. L'ordre avait été écrit dans le feu et la douleur après la guerre du premier contact. Désormais, c'était plus qu'une simple politique. C'était une vengeance inscrite dans la doctrine. Tandis que la flotte se préparait à l'interception, Ronan se tenait sur le pont de l'Indomptable, un vaisseau monstre né des cendres de la dévastation terrestre. Sa coque portait les noms de chaque colonie détruite, de chaque ville bombardée, de chaque enfant qui n'avait jamais grandi. Ronan les avait mémorisés. Parfois, lorsqu'il n'arrivait pas à dormir, il murmurait ces noms dans l'obscurité. « Cible verrouillée », dit l'officier d'armes d'une voix calme. « Engagé », répondit Ronan, comme s'il commandait un verre d'eau. Le vaisseau Varnat ne l'avait pas vu venir. Une seule torpille, en forme de poignard et chargée d'éclats de neutrons, la déchira en un instant. Pas de signal de détresse, pas de capsule de sauvetage, juste le silence et des débris flottant vers les lunes de Saturne. Plus tard, un membre du Conseil enverrait une enquête. Ils emploieraient des termes comme « réaction excessive » et « retombée diplomatique ». Mais la Terre ne répondait plus au Conseil. Pas depuis qu'ils avaient tourné le dos pendant le siège. Pas depuis qu'ils avaient trahi l'humanité au nom de la stabilité politique. Le message était simple. Aucune espèce ne pénètre dans l'espace humain. Plus jamais. Plus jamais. La galaxie avait oublié pourquoi la Terre était qualifiée de monde de mort. Ils ont oublié que, si d'autres ont bâti leur civilisation sur la paix et le profit, les humains se sont forgés dans la guerre. Nous avons évolué en combattant, en saignant, en endurant. Et, poussés à bout, nous n'avons pas seulement survécu, nous avons riposté. C'est pourquoi le vaisseau éclaireur fut plus qu'un incident. C'était un avertissement pour toutes les autres races observant depuis les confins du système. Approchez-vous un peu et souvenez-vous du prix à payer. Ronan ne célébra pas. Il resta planté là, les yeux rivés sur les étoiles, attendant le prochain imbécile qui mettrait à l'épreuve la détermination de l'humanité. Car la guerre n'était pas pour demain, elle avait déjà commencé. La galaxie ne resta pas silencieuse après la disparition du vaisseau Varnat. En moins de 24 heures, des rumeurs circulèrent dans les recoins les plus sombres des réseaux de communication, sur les forums cryptés utilisés par les contrebandiers, les anciens militaires et les fantômes des services secrets. Le genre d'endroit où les vérités étaient à moitié fausses et où les mensonges étaient habillés de faits bruts. Le buzz était simple, effrayant et se propageait rapidement. L'humanité a recommencé à se purger. Ronan se tenait au centre de commandement de l'Indomptable, observant la cascade d'alertes déferler sur la carte holographique du système solaire. Chaque vaisseau, chaque plateforme orbitale,
chaque colonie minière, en état d'alerte maximale. Comme prévu, ce qui était inattendu arriva ensuite. Il reçut un signal privé, non du commandement terrestre, non du conseil, mais d'elle, Vera. Autrefois, il y a longtemps, elle avait porté le même uniforme noir et argent. Elle était la seule personne à avoir jamais égalé la cruauté de Ronan sans broncher. Ils s'entraînèrent ensemble, se saignèrent ensemble, s'aimèrent presque, jusqu'à ce qu'elle rejoigne le corps diplomatique. Elle croyait en la paix, mais la paix avait tué son fils. Il répondit à l'appel par curiosité, non par sentiment. Son visage apparut sur l'écran creux, plus âgé, un peu plus usé, mais ses yeux brûlaient toujours de cette flamme vive dont il se souvenait. Calculatrice, contrôlée, dangereuse. Tu n'as même pas essayé de contacter le conseil, dit-elle, sautant sur les salutations. Ronan se renversa dans son fauteuil de guerre, la voix grave. Protocole 0, tu connais la loi. Ils étaient juste en reconnaissance, siffla-t-elle. Il y a des preuves qu'ils n'étaient pas armés, et ils n'auraient pas dû être dans notre système. Elle ferma les yeux une demi-seconde, se ressaisissant. Vous avez déclenché une session d'urgence du tribunal galactique. Les Varnates réclament réparation. Les Ularii sont de leur côté. Les Dravaris mobilisent des flottes. Bien, dit Ronan d'un ton neutre. Elle marqua une pause. Vous voulez la guerre? Numéro. Je veux que la galaxie se souvienne pourquoi elle est censée nous craindre. Silence. Vous jouez avec le génocide, prévint-elle. Vous jouez avec le génocide, prévint-elle. La mâchoire de Ronan se serra. Mon fils avait 8 ans. Ils ne nous ont pas prévenus. Ils n'ont pas vérifié s'il y avait des enfants. Ils ont bombardé la station parce qu'ils pensaient qu'une baie de stockage contenait des missiles. Elle contenait des jouets. J'ai récupéré son sac à dos dans les décombres. Je sais, dit-elle doucement. J'étais là, j'ai vu. Alors tu comprends pourquoi cette conversation est terminée. Il coupa la transmission. L'écran s'éteignit, et le bourdonnement du réacteur de l'indomptable emplit la pièce tel un grondement lointain. Le vaisseau n'était pas qu'une arme, c'était un symbole. La rage de l'humanité incarnée par le métal et le feu. Ailleurs dans le système, la réponse se déroulait avec une précision exemplaire. Ronan s'en était assuré. Des plateformes de défense planétaire furent mises en service, des canons à rails lunaires verrouillés en trajectoire orbitale, des drones furtifs furent déployés près de Pluton, observant, attendant. La Terre avait construit ses défenses en secret après que le Conseil les eût abandonnées pendant le siège. À cette époque, l'humanité réalisait une vérité qui lui transperçait l'âme comme une écharde. Personne ne les protégerait, sauf eux-mêmes, et ils se préparèrent en conséquence. À la base d'opérations avancées de Mars, le commandant Brigg, ancien coéquipier de Ronan, menait la prochaine phase des représailles. Une station relais contrôlée par Varnat, aux confins de Proxima du Centaure. Une zone grise juridique. Aucune présence militaire, mais stratégique. La mission était officieuse, niée par tous les politiciens terriens qui continuaient à jouer les troubles-fêtes avec le Conseil. Mais Ronan l'avait approuvé, et c'était tout ce qui comptait. La navette d'assaut de Briggs arriva sous le couvert d'une éruption solaire, invisible au capteur. 6 soldats d'élite. Pas d'insignes, pas de communication, pas de prisonniers. Entrée et sortie en 13 minutes. Le relais explosa dans une sphère de plasma incandescent. Les communications dans ce secteur furent coupées. Les Varnates hurlèrent au sabotage. La Terre ne dit rien. Le message se répandit comme une traînée de poudre. Personne ne franchit la ligne, même pas avec son ombre. Ronan savait ce qui allait arriver. Il tenterait la diplomatie. Il tenterait la culpabilité. Ils enverraient davantage de diplomates comme Vera, brandissant drapeaux et offres de paix, prétendant comprendre la souffrance de la Terre. Mais la Terre n'avait pas besoin de compréhension. Elle avait besoin de soumission. Il arpentait les couloirs de l'indomptable, ses bottes résonnant contre l'acier. Hommes et femmes le saluaient, non par protocole, mais par révérence. Pour eux, Ronan n'était pas seulement un commandant. Il incarnait tout ce que l'humanité avait souffert, et tout ce qu'elle était prête à devenir. Dans le hangar, il préparait la nouvelle arme, le projet Cerbère. 3 drones guidés par IA, de la taille d'hélicoptères de combat, chacun doté de l'intelligence d'1 millier de tacticiens et sans limites éthiques, conçus pour agir sans hésitation, et sans limites éthiques, conçus pour agir sans hésitation, construits pour traquer et détruire sans remords. Ronan avait personnellement approuvé les codes de dérogation, sans interférence du Conseil, sans délai pour les évaluations morales. Le scientifique en chef a fait un rapport nerveux.
Monsieur, une fois déployés, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Les algorithmes de ciblage vont s'intensifier. Ronan fixait le cœur brillant de la première unité Cerberus. C'est là tout l'intérêt. Ils ont été lancés dans l'heure. Cible, des installations extraterrestres connues pour leur marché noir dans des zones non réglementées, des lieux de trafic de technologies humaines, d'ADN humain, de souffrance humaine, des lieux qui s'étaient enrichis en vendant la souffrance de la Terre pendant le siège. Les unités Cerberus frappèrent avec la précision d'un scalpel et la fureur d'un dieu. Pas un seul survivant, aucune trace, juste des cendres et des rumeurs. La galaxie hurla, mais Ronan n'en avait pas fini. Il programma une diffusion à l'échelle du système, accessible uniquement aux membres du tribunal galactique, ni publique, ni performative. Un message destiné aux puissants, aux arrogants et aux vieux empires qui pensaient que la Terre était encore brisée. Il se tenait devant la caméra, en uniforme simple, sans médaille. Ici, le commandant Ronan du commandement de la défense de la Terre, commença-t-il. Sa voix ne s'éleva pas. Elle n'avait pas besoin de s'élever. Il y a 50 ans, vous avez regardé nos villes brûler. Vous avez appelé à la retenue tandis que nos enfants mouraient. Vous avez négocié la paix pendant que nous enterrions nos morts. Il se pencha en avant. Vous pensiez que la terre avait oublié. Pas nous. L'alimentation fut coupée. Pour certains, cela suffirait. Pour les faibles, les craintifs, les rationnels. Mais toutes les espèces ne respectaient pas la peur. Certaines avaient besoin de saigner. Il en fut informé 3 jours plus tard. Une flotte Varnat, 5 destroyers et un porte-avions, en route vers la frontière extérieure de l'âme. Un exercice d'entraînement, prétendait-il. Une patrouille de routine. Le sang de Ronan se glaça. Il les avait prévenus. Il leur avait montré. Maintenant, ils étaient entrés en ligne. L'indomptable filait vers les étoiles tel un prédateur libéré de sa laisse. Cap sur lui, ordonna-t-il. Pleine puissance. Je veux les surveiller avant qu'ils ne nous voient. L'équipage évoluait avec un calme mortel. Ni panique, ni confusion. Ils s'étaient entraînés à cela depuis leur naissance. Tandis que les étoiles se courbaient autour d'eux dans le tunnel de distorsion, Ronan se rendit dans ses quartiers. Il ouvrit une petite boîte dans son casier. À l'intérieur se trouvait un dessin d'enfant. Des bonhommes allumettes grossiers, un soleil rouge, un homme armé d'un gros pistolet. Papa nous sauve, griffonné en dessous d'une écriture tremblante. Il le garda un instant, puis le glissa dans son gilet. Pas de prière, pas de discours, juste un but. La galaxie avait oublié ce qu'était la Terre. Il qualifiait les humains de sauvages, imprévisibles, émotifs. Ils avaient raison, et ils allaient s'en souvenir. L'indomptable rompit la distorsion à la limite extérieure de la ceinture de Kuiper, juste au-delà des limites formelles de l'espace humain, enveloppé dans le silence déformé qui suivait chaque saut. La flotte Varnat était déjà là. 5 destroyers et un porte-avions, alignés en formation déployée, armes prêtes à exploser, effectuant des balayages discrets comme s'ils n'attendaient pas de réponse. Mais Ronan savait qu'il n'y avait pas mieux à faire. On n'utilise pas une telle puissance de feu aux confins de sol si l'on ne veut pas envoyer un message. Le seul problème était que le message de la Terre était déjà en route. « Statut » demanda-t-il en montant sur la passerelle, d'un ton froid et mesuré. Les vaisseaux Varnat tiennent leur position. Boucliers levés, système d'armes à leur minimum. Aucun appel, aucun mouvement, dit le lieutenant Kova depuis le poste tactique. Ils savent que nous les surveillons. Ronan hocha la tête. Bien, laissez-les mijoter. Il se dirigea vers le centre de la passerelle, les mains derrière le dos. Ici, dans l'obscurité profonde, l'hésitation était de mise. La politique était un luxe réservé aux espèces qui ne saignaient pas leurs enfants sur un sol brûlant. Il se connecta à la console de commande. Activer les protocoles de la flotte fantôme, mettre en ligne les fantômes 1 à 4. Un murmure parcourut l'équipage. La flotte fantôme, un mythe pour la majeure partie de la galaxie. Des vaisseaux sans transpondeur, des équipages composés de soldats exilés, de mercenaires ou de morts portant de nouveaux noms, construits dans des chantiers navals secrets cachés sous la croûte de Pluton et de Triton. Ils n'étaient ni officiels, ni propres, mais ils constituaient l'armée fantôme de la Terre, et ils devaient tout à Ronan. En quelques minutes, 4 croiseurs lourds apparurent furtivement à quelques milliers de kilomètres derrière l'indomptable. Pas d'avertissement, pas d'annonce, juste un constat sans appel. L'humanité n'était pas seule. « Aimez à large bande », dit Ronan. « Soyons clairs. » L'officier des communications acquiesça.
Quelques secondes plus tard, sa voix résonna dans tous les vaisseaux de la zone, rauque et indubitable. Ici le commandant Ronan de la flotte de défense terrienne. Vous avez violé des frontières souveraines. Votre présence constitue un acte d'agression. Vous avez 30 secondes pour faire demi-tour et partir. Passé ce délai, vous serez considéré comme hostile et éliminé. Silence. Pas un seul mouvement du Varnat. Ronan plissa les yeux. Bien sûr. Il se tourna vers Kova. Marquez leur destroyer de tête. Marquez. Tirez dès que possible. Le missile jaillit de l'indomptable telle une lame vengeresse, découpant le vide avec une élégance terrifiante. C'était un prédateur autoguidé. Une balle de rail gainée de tungstène propulsée par un moteur à impulsion plus rapide que la plupart des capteurs ne pouvaient le détecter. Il frappa le centre du destroyer de tête Varnat et le déchira en deux dans une explosion silencieuse. Pas de cris, pas de signal de détresse, juste des données disparaissant du réseau. Les Varnat ont réagi comme des animaux acculés. Boucliers déployés, tourelles verrouillées, et les relevés d'énergie ont explosé sur tous les vaisseaux de leur ligne. Mais une seconde trop tard. La flotte fantôme était déjà en mouvement. 4 croiseurs tirèrent en rafales synchronisées, leurs canons à rails martelant avec une violence chirurgicale. Un autre destroyer Varnat perdit ses moteurs et se mit à tournoyer sans défense. Un troisième voyait ses générateurs de boucliers éventrés par des lasers de précision. Toujours pas de retraite, toujours pas d'appel. Ronan serra les mâchoires. « Ils sont venus ici avec l'intention de mourir, marmonna-t-il. »« Des ordres, monsieur » demanda Kova. « Finir. » La bataille dura 6 minutes. 6 minutes de destruction concentrée et unilatérale. Les vaisseaux humains se déplaçaient avec une efficacité redoutable, exploitant les faiblesses des formations extraterrestres que la Terre étudiait depuis un demi-siècle. Aucun quartier n'était accordé. Aucune reddition n'était acceptée. À la fin, la flotte Varnat avait disparu. Des débris flottaient dans le vide, des morceaux d'alliage et d'atmosphère gelés d'encens comme de la neige métallique. Ronan ne célébra pas. Il ne cligna même pas des yeux. Équipe de nettoyage en approche, signala quelqu'un. Aucun signe de vie détecté. Ronan hocha la tête. Diffusion d'images muettes au tribunal galactique. Aucun commentaire. Qu'ils voient la vérité de leurs propres yeux, qu'ils l'interprètent comme bon leur semble. Ils devaient à nouveau craindre la Terre. De retour sur Terre, la réaction fut immédiate. EarthGov tenta de se distancier de la frappe. Les diplomates publièrent des déclarations creuses. Le Conseil cria au crime de guerre avant même d'avoir terminé sa tournée matinale. Mais les terriens ne furent pas indignés. Ils furent fiers. La vidéo de Ronan debout sur le pont tandis que des vaisseaux extraterrestres brûlaient devint virale. Un symbole. Le visage d'un homme qui en avait assez. Un homme qui disait ce que personne n'osait dire. Plus jamais. Et pour la première fois depuis des décennies, les terriens eurent l'impression que quelqu'un se battait pour eux, sans négocier, sans s'excuser. En combattant, dans les colonies extérieures, le soutien monta en flèche. Les postes de recrutement débordèrent. Les vétérans du siège sortirent de leur cachette. Même d'anciens rebelles du soulèvement lunaire prêtèrent serment de loyauté à Ronan. Le message était clair. La Terre en avait assez de s'agenouiller. Mais la victoire amenait des ennemis. Une tentative d'assassinat éclata. Un drone, se faisant passer pour une unité de maintenance, échappa aux capteurs extérieurs d'Indomitable et explosa devant les quartiers de Ronan. Des éclats d'obus s'écrasèrent dans le couloir, tuant 2 gardes. Ronan survécut. Il était dans la salle de guerre, planifiant la suite. Lorsque la fumée se dissipa, il donna un ordre. Trouver le coupable. Brûler tout ce qu'il avait touché. Les renseignements remontèrent jusqu'à un syndicat Dravari, apparemment indépendant du Conseil. Mais Ronan connaissait le jeu. Le Conseil ne pouvait officiellement pas le toucher. Ils envoyèrent donc des ombres. Il envoya donc quelque chose de pire. Cerberus Unité 2. Contrairement à ses frères, l'Unité 2 n'était pas conçue pour le combat d'infrastructure ou de flotte. Elle était conçue pour une seule tâche. L'assassinat, les frappes chirurgicales, la destruction des chaînes de commandement. Elle ne frappait pas aux portes. Elle incinérait les villes jusqu'à ce que la cible apparaisse. Ou pas, sur les portes. Il incinéra les villes jusqu'à ce que la cible apparaisse. Ou pas, Ronan lui donna les coordonnées, puis se tut. 3 jours plus tard, la base du syndicat Dravari, du côté obscur d'Epsilon Prime, n'existait plus. Les capteurs ne donnèrent aucune indication. Les satellites en orbite fonctionnèrent mal. Les réseaux civils furent coupés. La Terre nia toute implication. Le Conseil hurla de nouveau,
et la galaxie commença à se fracturer. Les races neutres commencèrent à retirer leurs ambassades de la Terre. Les stations commerciales suspendirent leur transport de marchandises. Des rumeurs se répandirent. Ronan avait pris le pouvoir, Heurtgov n'était qu'une marionnette, un seigneur de guerre détenait désormais une âme. Et personne n'était sûr que ce soit vrai, car Heurtgov ne le niait jamais. Il ne pouvait pas. Le soutien de Ronan était trop fort. Ses ennemis étaient trop effrayés. Et pire encore, la galaxie se souvint à quel point l'humanité pouvait être terrifiante lorsqu'elle cessait de demander la permission. Les jours qui suivirent l'attaque d'Epsilon Prime changèrent tout. Non pas à cause des dégâts, le drone Cerberus avait accompli sa mission avec une perfection mécanique, mais à cause de ce qui suivit. Une vague de nouvelles parcourut la galaxie, non pas de la Terre, mais d'eux, les Ulari. C'étaient des hommes vieux, très anciens même, des érudits en diplomatie, des marchands de savoir, des gardiens autoproclamés de la paix. Ils s'étaient tenus à l'écart du conflit entre les humains de Varnat pendant des décennies, prétendant planer au-dessus du carnage, trop éclairés pour intervenir. Mais à présent, alors que les drones Cerberus balayaient leurs routes commerciales et que leurs alliés de Varnat étaient démantelés en plein espace, ils parlaient. Leur message a été diffusé à travers des milliers de systèmes, traduit en des centaines de langues et imprégné d'une fureur moralisatrice. La Terre a abandonné les principes de la civilisation interstellaire. Ils sont devenus un acteur rebelle, non lié par les traités, irresponsable de la paix. S'ils ne reviennent pas à la table des négociations, celle-ci se retournera contre eux. Ronan regardait la diffusion seul dans sa chambre de guerre, les bras croisés, la mâchoire serrée. La vidéo montrait des images floues de frappes de drones Cerberus, d'enfants hurlants, d'incendies consumant des habitats à moitié construits, de diplomates Ulari dépeignant la Terre comme une espèce de fou. Puis vint le coup de grâce, celui que Ronan avait anticipé mais qu'il espérait plus long. Les Ulari ne se contentaient pas de condamner la Terre. Ils formaient une coalition. Ils l'appelèrent l'accord unifié, un nouveau pacte militaire, un rassemblement de puissances destiné à contenir la menace humaine. Les Varnat, les Dravari et même les Titari, ces salauds qui autrefois collectaient les blessés de la Terre pour la recherche biotechnologique, se tenaient désormais bras dessus bras dessous avec leurs ennemis. 100 mondes signèrent l'accord en 3 jours. Et d'un coup, la Terre était de retour à son point de départ. Seul, Ronan ne broncha pas. Il coupa la radio au milieu d'une phrase. Il savait déjà ce qui allait se passer. Il convoqua son état-major dans la salle de guerre, une pièce circulaire au cœur de l'indomptable, aux murs tapissés de cartes holographiques et de flux de données tournants. La pièce sentait l'acier, l'ozone et les souvenirs brûlés. Le commandant Brigg fut le premier à entrer, le visage sombre et son armure encore tachée par l'opération de relais Proxima. Kova le suivit, silencieux, flanqué de 2 assistants tactiques. Puis arriva le capitaine Darin, chef de la défense orbitale, l'un des derniers vétérans du siège de New Rio. Ronan se tenait à la table centrale. Pas de civilité, pas de souffle perdu. Ils ont formé une coalition, dit-il. Ils veulent nous contenir. Brigg. Ils essaient de nous contenir depuis que les incendies orbitaux se sont éteints. Cette fois, il le dit simplement plus fort. Ils sont nombreux, ajouta Kova, la voix hachée. On parle de 50 flottes confirmées à eux deux et de 30 autres en réserve. Sans compter les bandes de mercenaires qu'ils achèteront en chemin. Ronan hocha la tête. Et c'est pour ça qu'on ne les attend pas. Le silence retomba dans la salle. Il saisit une commande sur la table et une carte s'ouvrit. Des dizaines de points lumineux apparurent. Pas les territoires de la Terre, mais les leurs. Opération Voile de Fer, dit Ronan. Nous allons les frapper avant qu'ils ne s'unissent, briser leurs lignes de ravitaillement, saboter leurs communications, faire échouer l'accord avant qu'il ne devienne réalité. Le général haussa un sourcil. Vous proposez des frappes préventives, des systèmes multiples, des dizaines de cibles. C'est une guerre d'une ampleur que nous n'avons pas connue depuis l'effondrement. Exactement, répondit Ronan. Il voulait se rappeler ce qu'était la Terre. Rappelons-le leur. Au fond de la pièce, quelqu'un murmura « Nous serons des parias. Nous le sommes déjà, marqua-t-il, les regardant chacun dans les yeux. Je ne demande pas votre approbation. Je vous dis ce qui va suivre. Nous frappons maintenant, où ils nous étouffent jusqu'à la mort au cœur de notre propre système. Personne ne conteste. Ils savent ce qui est en jeu. Dans les heures qui suivent, les réseaux militaires terrestres bourdonnent comme un nid de frelons. Des flottes secrètes se mobilisent. Les dépôts de ravitaillement de Titan,
Europe et Ganymède s'animent. Des machines de guerre forgées à froid, autrefois en hibernation, se réveillent. Même les unités Cerberus, déjà redoutées dans la moitié de la galaxie, étaient équipées de nouveaux protocoles, plus intelligents, plus mortels, moins restrictifs. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Deux hauts fonctionnaires de EarthGov envoyèrent des messages cryptés à Ronan, des objections prudentes, des inquiétudes quant à l'âme de l'humanité, à notre héritage dans les étoiles. Il répondit par une simple ligne: l'héritage est écrit par les survivants. En coulisses, la galaxie commençait à se préparer à l'impact. Le réseau de renseignement Ulari, habituellement en avance de 10 longueurs, commença soudain à perdre des agents dans des systèmes clés. Fuite d'informations, embuscades, systèmes s'éteignant. Sur la station du Conseil, en orbite autour de Delphor Prime, la panique s'installa. Les traîtres se retirèrent. Les banquiers prirent la fuite. Le trafic civil sur les territoires de l'accord commença à diminuer, car la Terre ne se contentait pas de réagir. Elle était en chasse, et chaque diplomate, chaque général, chaque espèce signataire de l'accord avait désormais une cible dans le dos. Un à un, leurs vaisseaux disparurent dans l'espace lointain. Les avant-postes furent hors service. Les signaux satellites furent coupés en pleine transmission. La propagande de l'accord a tenté de faire passer le message. Problèmes techniques, pirates, tempête de météores. Mais tout le monde connaissait la vérité. Ronan avait lâché Cerbère. Pendant ce temps, à bord de l'Indomitable, Ronan s'engageait dans une aventure encore plus périlleuse. Il autorisa le projet Revenant. Ce n'était ni une flotte, ni une arme, mais un homme. Le colonel Dax Varon, autrefois l'agent de terrain le plus redoutable de la Terre, présumé mort après une mission dans l'espace Ulari 5 ans auparavant. Mais Ronan l'avait retrouvé. Il l'avait extrait d'un site secret. Il l'avait reconstruit. Dax était le fantôme de la Terre, le cauchemar qu'ils avaient enterré, car même la guerre avait ses règles. Mais ces règles ne s'appliquaient plus. Ronan retrouva Dax sur les ponts inférieurs froids du navire, hors de portée des caméras. Dax ne salua pas. Il resta planté là, le regard vide, le corps à moitié mécaniquement endommagé par les opérations chirurgicales nécessaires pour le maintenir en vie. « Tu m'as rappelé », dit Dax. « Tu sais ce qui se passe », répondit Ronan. Dax sourit sans chaleur. « Tu veux que j'effraie les monstres qui te font peur ? Tu veux que j'effraie les monstres qui te font peur ?» Ronan hocha la tête. « Je veux que les dirigeants de l'accord soient exposés. Nom, habitude, faiblesse. Nous ne négocions pas avec eux. Nous les démantelons. » Dax se retourna et s'engagea dans le couloir sombre. « Alors tu les auras. » Ronan le regarda disparaître, ressentant la gravité de ce qu'il venait de déchaîner. Pas seulement l'homme. L'idée que la Terre ne respecterait plus jamais les règles de la galaxie. Les semaines suivantes se déroulèrent comme un cauchemar pour l'accord. Les Ulari perdirent 3 relais de données en moins d'1 heure. Tout était essentiel au commerce interstellaire. La planète natale des Varnat fut frappée par une cyberattaque qui paralysa son réseau orbital. Une noble Dravari, l'une des voix fondatrices de l'accord, fut retrouvée morte dans son croiseur privé. Aucune preuve, aucun témoin, juste une pièce de terre posée sur sa poitrine. Dans la salle du conseil, la peur s'installa. Ils avaient cru que l'humanité s'effondrerait sous la pression politique. Ils n'avaient pas réalisé que la Terre aiguisait ses lames dans l'obscurité. De retour sur l'Indomptable, Ronan se tenait devant une nouvelle carte stellaire. Des dizaines de systèmes d'accords, rougeoyants, marqués, isolés. Mais au centre de la galaxie, une cible restait intacte. La véritable station de commandement de l'accord. Ni Delphor Prime, ni la capitale de Varnat. Quelque chose de bien plus important. La citadelle du Soleil Noir. Quelque chose de bien plus important. La citadelle du Soleil Noir, une station relique de la Première Guerre galactique, aujourd'hui utilisée comme coffre-fort central de l'accord, une forteresse du savoir, des archives de guerre et des diplomates de haut rang. Ronan appuya sur l'écran. La suite, la citadelle du Soleil Noir n'était pas censée être touchée. Construite pendant la Première Guerre galactique, elle se trouvait dans le noyau en fusion d'une lune évidée en orbite autour d'une étoile morte. Sans lumière naturelle, sans balises de navigation. Occultée, blindée, gardée par des réseaux de défense automatisés qui n'avaient pas failli depuis 700 ans. Pour la galaxie, c'était une légende. Pour l'accord, c'était le coffre secret, abritant influences politiques, technologies classifiées et archives sanglantes de toutes les guerres que le Conseil avait enterrées. Pour Ronan, c'était la couronne, et les couronnes étaient destinées à tomber. Il se tenait dans la pénombre de la salle de guerre de l'Indomptable, étudiant les schémas de la citadelle,
des scans partiels récupérés auprès de traîtres rebelles, des archives Ulari piratées et des fragments assemblés par l'IA scrutant le net profond. Ce n'était pas suffisant, mais ce n'était pas nécessaire. Il ne prévoyait pas un siège, mais une infiltration. 3 points d'entrée, dit Kova en désignant des schémas clignotants. Un seul d'entre eux permet d'accéder au cluster d'archives principal. Lequel est le moins défendu ? Demanda Ronan. Aucun, dit-elle. Ils sont tous aussi suicidaires l'un que l'autre. Il acquiesça. On prend le milieu. Elle cligna des yeux. Pourquoi ? Parce que c'est celui qu'il pense qu'on ne risquera jamais. Briggs croisa les bras. Tu crois vraiment qu'on peut entrer et sortir ? Cet endroit dévore les flottes. Les yeux de Ronan ne quittèrent pas la carte. On n'amène pas de flotte. Un silence parcourut la pièce. Et alors ? Demanda Briggs. Ronan appuya sur une commande sur la console. La pièce s'assombrit et une image holographique apparut. 6 vaisseaux noirs en forme de dagues de chasse, aux coques recouvertes d'une peinture anti-capteur et aux moteurs suffisamment silencieux pour échapper à la plupart des filets de détection. Projet Thorn, dit-il. Des vaisseaux d'infiltration expérimentaux, sans transpondeur, avec un équipage de 6 personnes maximum par vaisseau, conçus pour une seule mission, pour pénétrer là où les navires de guerre ne peuvent pas. Briggs soupira. On attaque une forteresse avec des prototypes ? On attaque avec des fantômes, répondit Ronan. Et il n'y allait pas seul. Il avait sélectionné l'équipe avec soin. Pas de diplomates, pas de stratèges. Que des tueurs, des tacticiens et des survivants. Des hommes comme le commandant Hale, qui dirigea autrefois une cellule de résistance sous l'occupation Varnate d'Europe. Un homme qui éventra 3 soldats avec une foreuse minière juste pour protéger une tour radio. Ou le lieutenant Wren, exilé pour avoir fait exploser un dépôt de ravitaillement avec ses propres troupes à l'intérieur, car elles avaient cédé sous la torture et commencé à parler. Des gens qui comprenaient que la paix était un luxe et que la survie était synonyme de cicatrices. Ils s'élancèrent sous le couvert d'une impulsion magnétare, une distraction naturelle idéale. 6 vaisseaux de classe Thorn, filant silencieusement, se faufilant entre les ombres des capteurs, frôlant l'œil d'une tempête cosmique. Assis dans le cockpit exigu du vaisseau de tête, Echo Black, Ronan observait la citadelle émerger telle une plaie dans l'espace. Pierre noire, aucune lumière, aucun mouvement, mais même à des kilomètres de distance, on la sentait respirer. Attendant, ils s'engouffrèrent dans les évents de lave. Chacun s'ouvrit toutes les 6 minutes pour libérer la pression thermique. Juste 2 secondes de vulnérabilité. Suffisant. À peine. Echo Black glissa dans des tunnels en fusion où bouillonnaient des métaux de moindre qualité. La coque gémit, l'équipage non, puis le silence. À l'intérieur de la citadelle était anormal. Trop silencieux, trop propre. Vieux de plusieurs milliers d'années, mais impeccable. Ronan et son équipe évoluaient dans des couloirs de marbre noir éclairés par de faibles bandes bleues. Leurs armes étaient silencieuses, leurs bottes magnétisées, leurs esprits aiguisés. Ils n'étaient pas là pour se battre, ils étaient là pour dénoncer. À l'intérieur du coffre-fort des archives, des noyaux de données s'étendaient comme des racines, des kilomètres de réseau neuronal contenant des générations d'intelligence. La cible de Ronan n'était pas les données militaires, c'était la vérité. Les traités, les vrais, ceux forgés en coulisses, les protocoles de ciblage de Varnate, les accords d'Ularis avec les séparatistes d'humains, la traite d'esclaves Dravari dont la Terre était accusée, mais jamais reconnue. Il inséra un extracteur d'impulsion dans le noyau. 3 minutes pour le téléchargement complet. Et c'est alors que les lumières ont changé. Rouge. La citadelle a parlé, non pas d'une voix, mais d'un ton, d'une résonance à vous faire mal aux dents. Vous n'êtes pas les bienvenus, a-t-elle dit dans 50 dialectes extraterrestres à la fois. La voix de Dax Varon a résonné dans l'oreillette de Ronan. La défense automatisée s'active. J'ai déclenché une diversion à l'étage, mais vous avez peu, être 90 secondes avant que ces drones ne vous dévorent vivants. Les escaliers, mais vous avez peu, être 90 secondes avant que ces drones ne vous dévorent vivants. Ronan ne répondit pas. Il se tourna simplement vers son escouade. Nous tenons. Des tourelles tombèrent des murs. Des vrilles mécaniques se déployèrent du plafond. Des lasers commencèrent à pulser en arcs synchronisés. Et l'équipe de Ronan réagit avec une violence née du désespoir. Il se battait non pas pour gagner, mais pour gagner du temps. Hal reçut une balle à la jambe et continua de poser des mines aux sorties. Wren utilisa un lance-flamme sur un nœud du plafond jusqu'à ce qu'il explose dans un crissement d'étincelles. Ronan se tenait au centre, extracteur à la main,
comptant les secondes. 3, 2, 1. Téléchargement terminé. Maintenant, ordonna-t-il. Ils coururent. 2 n'y parvinrent pas. Ren couvrit l'arrière et ne sortit jamais. Les autres coururent à travers les vents en fusion qui s'ouvrit pendant exactement 4 secondes. Juste assez. À peine. Echo Black fusa, le feu lui léchant la queue, suivi d'explosions de plasma qui le manquèrent de peu. Le vaisseau bondit en vitesse de pointe, laissant la citadelle derrière elle, endommagée, mais debout. Il ne l'avait pas détruite. Il n'y était pas obligé. Ils ne l'avaient pas détruite. Ils n'y étaient pas obligés. Ils avaient quelque chose de bien pire. Une preuve. De retour sur l'Indomitable, Ronan se présenta devant ses officiers et chargea les fichiers sur l'écran principal. La salle était remplie d'hologrammes de signatures, d'ordres classifiés, d'images de surveillance, tous révélant une triste vérité. L'accord n'avait pas seulement abandonné la Terre pendant le siège. Il l'avait orchestré pour réduire son influence, priver l'humanité de sa domination militaire croissante, briser une puissance montante avant qu'elle ne puisse remettre en cause son monopole. Le siège n'était pas une tragédie, c'était une exécution. Un long silence de stupeur s'abattit sur la salle. La voix de Ronan la transperça comme l'acier. On diffuse ça à tous les systèmes, à toutes les espèces, à tous les flux civils. Le brigadier hésita. Ça va briser la galaxie. Alors qu'elle se brise. Ça va briser la galaxie. Alors qu'elle se brise. Et la Terre commit l'impensable. Ils ne bombardèrent pas une capitale. Ils n'assassinèrent pas un dirigeant. Ils dirent la vérité. Tous les mondes l'ont vu, tous les vaisseaux, tous les citoyens qui pensaient que la Terre était le monstre. Ils ont vu qu'il était vraiment. Des émeutes ont éclaté sur les mondes de l'accord. Les soldats Varnat ont fait défection. Les stations Ulari ont brûlé de l'intérieur, leurs propres citoyens se retournant contre eux. L'accord a commencé à se défaire plus vite qu'il ne l'avait jamais été. Et pourtant, Ronan n'avait pas terminé, car le coup suivant était déjà en jeu. Terminé, car le coup suivant était déjà en jeu. Il regarda le fichier suivant. Un laboratoire spatial profond, une technologie Euler, des enfants humains en stase, des expériences de manipulation génétique approuvées par de hauts fonctionnaires. Sa main trembla, puis il s'immobilisa. « Préparez Cerberus 3, dit-il. Puis il s'immobilisa. « Préparez Cerbère 3, dit-il. On y met fin, quel qu'en soit le prix. » L'image le hantait. 6 enfants, humains, peu, être 8 ou 9 ans, suspendus dans des capsules translucides, les yeux clos, la respiration haletante, 4 lignes tracées dans leur colonne vertébrale, des symboles gravés sur leur peau, extraterrestres, anguleux, luisant faiblement. Ronan fixait la vidéo, la bouche fermée. Pas d'explosion, pas de décompte des morts. Juste le silence. Le genre de silence qui ne suit qu'une profonde trahison. Celui qui transperce les armures, les os, et atteint au cœur même de ce que signifie être humain. Le laboratoire avait été découvert sur une lune morte en orbite autour du système Drénique. Hors réseau, protégé, mais les drones de reconnaissance de Cerberus avaient tracé un schéma de transport Varnat qui ne correspondait à aucun itinéraire de frais connu. Ils l'ont suivi comme des limiers. Ce qu'ils ont découvert allait au-delà de la guerre. C'était une violation. Les scientifiques Ulari, la sécurité Dravari, la technologie Tatari, tous collaboraient sur un projet non autorisé visant à améliorer la biologie humaine en utilisant des enfants prélevés dans des zones de réfugiés post-siège. Leurs notes décrivaient les terriens comme génétiquement instables, émotionnellement agressifs et parfaitement adaptés au combat. Le laboratoire fonctionnait depuis 6 ans. 6 ans. Des dizaines d'enfants, certains encore en vie, la plupart décédés. Des dizaines d'enfants, certains encore en vie, la plupart décédés. Ce n'était pas de la stratégie, c'était un massacre. Et pour Ronan, cela brisa quelque chose en lui qui ne tenait déjà qu'à un fil. Il ne parla pas pendant le briefing, ni à Briggs, ni à Kova, ni même à Dax, qui se tenait au bord de la pièce comme un présage silencieux. Il se contenta de regarder l'écran holographique, l'image tournante des coordonnées du laboratoire, et prononça un seul mot, brûle, Cerbère. L'unité 3 fut chargée en quelques heures. C'était la moins avancée des 3 IA, mais la plus brutale. Conçue sans éthique adaptative, elle n'avertissait pas, elle n'évaluait pas. Elle éradiqua. Le laboratoire fut vaporisé en 15 secondes. Les enfants survivants furent extraits en premier, embarqués à bord du vaisseau médical terrestre, Solas. Ronan supervisa personnellement leur transfert. Certains étaient dans le coma, d'autres hurlaient sans bruit.
Un garçon s'accrochait à un soldat de plomb rouillé sans ciller. Il ne leur adressait même pas la parole. Il ne pouvait pas. Il craignait ce qu'il pourrait dire ou faire. Au lieu de cela, il retourna à l'indomptable, où la rage ne bouillonnait plus. Elle se calcifiait. Il rassembla à nouveau son commandement, non pas dans la salle de guerre cette fois, mais dans la profonde salle des archives sous le vaisseau, une pièce dont peu de gens connaissaient l'existence. Là, gravés dans les murs, figuraient les noms de chaque ville perdue lors du siège, de chaque station envahie, de chaque civil non retrouvé. Et maintenant, à cette liste, ils ajoutèrent les enfants du laboratoire. Un moment de silence s'écoula. Puis Ronan prit la parole. Il pensait nous améliorer, nous sublimer, comme si nous étions brisés, comme si nous avions besoin d'être réparés. La voix de Briggs se brisa. Il nous voit comme des armes. Non, dit Ronan. Il nous voit comme des biens. Il se retourna, fixant la faible lueur orange. Et maintenant, nous leur faisons voir en nous un jugement. Dans les 48 heures qui suivirent, l'opération chute débuta. Ni frappe de précision, ni raids chirurgicaux. L'anéantissement total des infrastructures critiques de l'accord. Les flottes terrestres frappèrent les dépôts de ravitaillement, les relais FTL, les avant-postes de renseignement, tout ce qui permettait à l'accord de survivre. Tous les systèmes touchés furent réduits en cendres. Dax Varen dirigeait des équipes terrestres qui détruisaient les réseaux de défense avant même leur mise sous tension. Des drones Cerberus lançaient des impulsions de cyberguerre qui neutralisaient des flottes entières avant même le début des combats. Mais au milieu du chaos, autre chose se produisit. Les gens commencèrent à applaudir. À travers les colonies terrestres, des dômes gelés de titans aux plateformes de lave d'Io, des foules se rassemblèrent autour des écrans de projection, regardant les vaisseaux à corps explosés. Ronan prononçait des discours, visionnant des images d'enfants secourus enveloppés dans des couvertures et enfin endormis sans sédatif. Il devint plus qu'un simple commandant. Il devint le symbole, non pas du leadership, mais de la colère, d'un père qui avait tout perdu et refusait que quiconque en fasse autant. Mais le pouvoir attire les ennemis. Et tous ne venaient pas d'ailleurs. 2 nuits plus tard, alors qu'il examinait les données de reconnaissance dans ses quartiers privés, la tentative eut lieu. Pas une explosion. Une lame, une espionne, née sur Terre, entraînée, loyale, du moins c'est ce que tout le monde pensait, échappa au protocole de commandement et atteignit la chambre de Ronan sous couvert de diagnostic système. Elle se jeta sur lui avec un vibro-couteau, visant son cœur. Il lui attrapa le poignet en plein cou, le tordit et lui brisa le coude d'un seul geste. Elle hurla une fois avant qu'il ne la désarme et ne la plaque contre le mur froid. Elle ne supplia pas. Elle cracha. « Tu nous as condamnés, grogna-t-elle. Tu as fait de nous des monstres. Ce n'est pas de la défense, c'est de la tyrannie. » Il ne broncha pas. La tyrannie, c'est quand on brûle son fils pour prouver quelque chose, la fusilla-t-elle du regard. Alors, on devient ce qu'on déteste? Ronan se pencha vers lui. Nombreux sont ceux qui deviennent ce qu'ils craignent. Puis, presque doucement, il la laissa tomber au sol, brisée, mais vivante. « Mettez-la en stase, dit-il au garde. Elle ne mourra pas. Elle regardera. Mourir, elle regardera. » Plus tard dans la nuit, Ronan se tenait seul sur le pont. Devant le hublot, les étoiles tournoyaient comme de la glace sur le noir. Kova s'approcha, hésitante. Elle tenait une tablette de données. Mais plus que cela, elle tenait autre chose. Une question. « Monsieur, les représailles fonctionnent. L'accord s'effondre, mais certains mondes ne sont pas impliqués, pas directement. » Il ne la regarda pas. Elle insista. « On les frappe de toute façon. » Il se retourna. Ses yeux étaient creux, pas morts, mais porteurs d'une aura bien plus froide. « Vous voulez que je vous demande la permission ?» dit-il doucement. « Après ce qu'ils ont fait à nos enfants, » répondit-elle. « Je veux savoir si vous reconnaîtrez l'homme qui vous regardera quand tout sera fini. » Cela le fit s'arrêter un instant. Puis il reporta son regard sur les étoiles. J'avais cessé de me reconnaître le jour où il m'avait obligé à enterrer mon fils dans un cratère. Elle était partie sans un mot, et Ronan restait là, à observer l'obscurité. Loin au-dessus d'eux, au cœur du dernier bastion de l'accord, les derniers dirigeants se réunissaient en secret. Ils avaient vu les dossiers. Ils savaient que la vérité était éclatée. L'opinion publique s'effondrait. Les protestations inondaient les systèmes internes. Une guerre civile grondait sur les mondes membres de l'accord. Le haut chancelier Hulari qualifia cela d'événement politique d'extinction. Alors, ils firent ce que font toujours les lâches. Ils préparèrent une arme,
pas une flotte, un système de sécurité, un projet ancien, si profondément enfoui dans leurs archives que même Ronan ne l'avait pas retrouvé. Le projet Tornval, un dispositif biogénique à cascade capable de stériliser un système entier, pas une bombe, un virus. Volant, autoréplicateur, spécifique à chaque espèce. Conçu lors de la première guerre galactique, jamais utilisé, car même les monstres craignaient ses effets. Maintenant, la Terre sous le coup de la gueule, ils décidèrent que le moment était venu. La dernière pièce, un pacte suicidaire déguisé en salut. Mais quelqu'un entendit. Une jeune analyste Ulari chargée de l'analyse des données capta les journaux de transfert, et elle les transmit à Ronan. Le message arriva chiffré, incomplet, mais suffisant. Ils allaient déployer Tornval dans le système Sol. Ronan fixa les fichiers interceptés. Et puis, pour la première fois depuis des années, il craqua. Pas de rage, mais de chagrin. Parce qu'ils n'allaient plus le combattre. Ils allaient anéantir son espèce. Ils allaient mettre fin à la guerre en détruisant la planète, et ils le feraient bientôt. Il écrasa la tablette de données dans sa main. Plus d'avertissement, plus de messages. Il ne s'agissait plus de vengeance. C'était de survie. Et il brûlerait la galaxie pour que la Terre puisse respirer. Il disposait de 47 heures. C'était l'estimation basée sur les journaux décryptés, les relais de communication et le dernier pic de diffusion détecté près de la coque extérieure du secteur d'Altaïr, où une installation secrète d'Ulari préparait le projet Tornval. S'il était lancé, il dériverait vers Sol sans être détecté, fragmenterait ses particules dans l'atmosphère terrestre et anéantirait l'humanité au niveau moléculaire en quelques jours. Pas de ville calcinée, pas de vaisseau explosé, juste le silence. Une extinction silencieuse, permanente, chirurgicale. Ronan resta muet pendant la lecture de la chronologie dans la salle de guerre. La voix de Kova tremblait pour la première fois depuis des années. Briggs se tenait les bras croisés, la mâchoire serrée comme s'il voulait frapper une étoile. Dax ne dit rien, se contentant de faire glisser un couteau sur une pierre à aiguiser, la lame murmurant dans le silence. « Ils ne font même plus semblant, » dit Kova. « Ils ne cherchent pas à gagner. Ils veulent notre départ. » Ronan leva enfin les yeux. « On n'a pas besoin de gagner, dit-il. On doit arriver les premiers. Gagner, dit-il. On doit arriver les premiers. » Il tapota l'écran et le plan du complexe d'Ulari se déploya. Une flèche rotative encastrée dans un nuage d'astéroïdes truffé de mines gravitationnelles et de bombes à impulsion de proximité, gardées par 2 croiseurs et des réseaux de défense automatisés. Le fantôme parfait. La furtivité frôle le suicide, dit le général de brigade. Ils nous verront arriver avant même que nous ne fassions un geste. Nous ne faiblirons pas, répondit Ronan. On y va fort. On y va maintenant. Il n'attendit pas son accord. L'indomitable fut ravitaillé en carburant et lancé en 6 heures, accompagné de 4 vaisseaux de soutien, de 2 drones Cerberus et d'un vaisseau Pathfinder invisible diffusant un faux signal de détresse pour éloigner les croiseurs Ulari. Cela fonctionna 10 minutes. Puis les Ulari comprirent ce qui se passait et le champ de bataille devint un enfer. Ils avançaient vite, directement, sans pitié. L'indomptable était le fer de lance, encaissant les premiers coups, sillonnant les champs de débris, éventrant les mines à coups de magnétopulse et les entraînant dans la flotte Ulari. Ronan se tenait à la barre, tandis que les braises de la coque s'illuminaient de rouge et que les canons électriques faisaient trembler le sol sous ses bottes. Il ressentait tout, la peur, la douleur, les fantômes, et il s'élança. « Visez le nœud de commandement », ordonna-t-il. « Désactivons cette flèche ou la Terre meurt. » Dax et son équipe d'infiltration s'élancèrent des entrailles du vaisseau dans des capsules de largage, leurs balles enflammées descendant à travers l'espace jusqu'à l'astéroïde. Ils frappèrent la structure comme des météores, les portes s'ouvrant avant même que le métal ne refroidisse, les canons crachant. À l'intérieur, les Ulari attendaient. Couloirs stériles, gardes bioconçus, tourelles automatisées. Mais Dax se déplaçait comme la mort dans l'obscurité, les fendant avec une violence méthodique. Son escouade encaissa des pertes, lourdes, rapides, mais prévisibles. Chaque pas rapportait des secondes, et les secondes comptaient. Sur le pont, les yeux de Ronan ne quittaient pas le chronomètre. 38 heures, 35. Il donna l'ordre de lancer Cerberus 3. L'unité d'IA se lança au cœur du réseau de communication des Ulari, déchaîna un virus en cascade et commença à démanteler leur système de ciblage. Mais c'était trop lent. Les Ulari avaient des redondances. C'était trop lent. Les Ulari avaient des redondances. Des commandes manuelles. Ronan savait ce qui allait suivre.
Il accéda à son flux personnel, ouvrit un fichier verrouillé intitulé Protocole Exode et lut les mots qu'aucun homme n'était censé autoriser. En cas de menace confirmée d'extinction à l'échelle de l'espèce, il fallait activer Omega Burn. Omega Burn, une arme de sécurité cachée dans le noyau de l'Indomitable. Une charge utile de singularité, quelque chose que la Terre avait juré de ne jamais utiliser. L'espace environnant s'effondrerait et deviendrait un trou noir temporaire. Rien ne pourrait s'échapper. Ni Tornval, ni la Flèche, ni l'équipe d'assaut, ni la flotte, ni Ronan. La voix de Kova se brisa dans les communications. « Tu n'es pas sérieux. »« Moi, si, dit-il. C'est le seul moyen. On ne peut pas. On doit. » Elle le regarda de l'autre côté de la passerelle. Il y a d'autres vaisseaux, d'autres systèmes. Même si la Terre meurt, nous survivrons. Non, dit Ronan, la Terre est notre foyer. Nous ne nous disperserons pas comme des lâches. Nous resterons debout, ou nous périrons. Le compte à rebours s'écoula. 30 heures, 29. L'équipe d'intervention envoya un dernier message. Ils avaient atteint le laboratoire. Ils pouvaient voir Torneval, un petit appareil cylindrique posé dans un champ de confinement, pulsant doucement comme un battement de cœur. Dax parla calmement. On peut le programmer pour qu'il explose ici même, le faire exploser avant le lancement. Ronan répondit « Non, on ne peut pas risquer l'activation. Tu le désactives ou je le brûle. » Dax ne protesta pas. Il dit simplement « Compris ». Mais le complexe n'avait pas fini de se battre. Les protocoles d'autodéfense s'enclenchèrent. Le cœur commença à surchauffer. Des explosions secouaient la flèche. Les alarmes de vide retentirent. Ronan entendit ses hommes mourir. Et pourtant, le chronomètre tournait 24 heures. Cerberus 3 envoya son dernier signal. Cible principale corrompue. Cascade défensive engagée. Infiltration intenable. Ronan expira. Il savait ce que cela signifiait. L'IA perdait le contrôle. Il se tourna vers le général de brigade. Évacuer la flotte de soutien. Maintenant. Tu restes? J'arrête. Briggs ne protesta pas. Il salua simplement. Kova s'approcha de lui tandis que les alarmes retentissaient à travers le navire. Il ne s'agit plus seulement de vengeance, n'est-ce pas? Non, dit-il. Il s'agit de ton fils? Oui. Et de notre avenir? Il la regarda, puis hocha la tête. Elle lui toucha le bras. Faisons en sorte que cela ait un sens. Et il partit. Il resta seul sur la passerelle tandis que les systèmes étaient surchargés, la chaleur montait et la gravité tremblait. Il saisit la séquence de combustion oméga, l'écran clignota en rouge. Armement de la combustion oméga, 180 secondes avant la détonation. Ronan ouvrit un canal vers la Terre, non pas vers le commandement, mais vers le peuple. À travers les colonies, les écrans clignotèrent, et son visage apparut, trempé de sueur, taché de sang, résolu. « Voici le commandant Ronan, dit-il. Je ne reviendrai peu, être pas. » Il marqua une pause. Ils ont essayé de nous anéantir. Ils nous ont traités de monstres, et peu être, sommes-nous devenus ce qu'ils craignaient. Il baissa les yeux, mais nous n'avons jamais cessé de nous battre. Il releva la tête, les yeux brûlants. Nous avons survécu, nous avons enduré, nous avons traversé l'enfer à coups de griffes. Et aujourd'hui, je me tiens à nouveau au bord de cet enfer. Non pas pour supplier, non pas pour implorer, mais pour te promettre ceci. Il prit une inspiration. Implorer, mais pour te promettre ceci. Il prit une inspiration. La Terre survivra, même si je n'y parviens pas. Le message fut coupé. Le moteur de singularité atteignit son seuil critique. Ronan se tenait au centre du pont, tandis que les murs se pliaient vers l'intérieur, le métal gémissant, les étoiles se tordant en une spirale de lumière. Il tenait le soldat de plomb de son fils dans sa main, sourit et murmura « Qu'il se souvienne ». L'indomptable disparut dans une impulsion gravitationnelle qui effaça la flèche du Lari. La galaxie trembla. Tornval avait disparu. L'accord était brisé. La Terre avait survécu. Mais Ronan avait disparu. Du moins la galaxie le pensait. Il était devenu un mythe quelques heures après sa mort. Les images de la dernière brûlure de l'indomptable, cet éclair singulier lorsque la charge utile de la singularité a consumé la flèche du Lari, ont été rediffusées dans tous les systèmes, toutes les colonies, tous les avant-postes reculés qui avaient autrefois oublié l'existence de la Terre. La guerre s'est terminée non par un traité, ni par des signatures, ni par des poignées de main, mais par le silence. Un silence stupéfait, brisé, terrifié. Un silence stupéfait, brisé,
Terrifiés, l'accord s'est effondré en quelques jours. Les membres restants, ceux qui s'accrochaient encore à l'autorité, trouvèrent leur flotte en désordre, leurs chefs dans la clandestinité, leurs peuples en rébellion ouverte. Les monts du Lari furent le théâtre de mutineries internes. Les structures de commandement de Varnat implosèrent, les soldats refusant de tirer un autre coup de feu. Les syndicats de Ravari furent traqués dans les rues par leurs propres clients. Il n'y eut ni discours, ni déclaration, seulement un repli. L'espace humain, autrefois confiné par la peur et l'isolement, était désormais intact. Ni par la diplomatie, ni par les alliances, mais par le respect. Mérité dans le seul langage que la galaxie ait jamais véritablement compris. Sacrifice et force. Kova fut promue haute commandant en moins d'une semaine, bien qu'elle ait refusé ce titre. Elle se faisait simplement appeler gardienne de la ligne, reprenant une phrase de Ronan au début du siège. Nous tenons la ligne, quoi qu'il arrive de l'autre côté. Brigg dirigea la reconstruction du réseau de défense extérieure de Sol, non pas par nécessité, mais parce qu'il ne pouvait pas dormir s'il ne le faisait pas. Il consacrait chaque heure de sa vie à s'assurer qu'aucune autre génération ne subisse ce que la sienne avait connu. Quant à Dax Varen, il a disparu. Certains disent qu'il est mort dans la flèche. D'autres affirment l'avoir vu embarquer sur un vaisseau rebelle en direction du linceul d'Andari, un lieu où les cartes étaient défaillantes et où les fantômes régnaient. Personne ne l'a jamais confirmé. Mais chaque fois qu'un fugitif de l'accord était retrouvé mort, une pièce sur la poitrine, on murmurait son nom. Et Ronan, il était devenu plus qu'un homme. Ils ont érigé une statue à l'endroit où l'Indomptable a lancé son assaut final, un monument imposant de titane forgé et de marbre brûlé, en forme d'homme debout, dos à la terre, face aux étoiles. Une main à son côté, l'autre tenant un petit soldat. Ce lieu est devenu un lieu de pèlerinage. Vétérans, survivants, réfugiés du siège. Ils sont tous venus. Non pas pour prier, mais pour se souvenir et pour promettre qu'aucune espèce ne traverserait plus jamais l'espace humain, mais derrière le mythe public, derrière les drapeaux et les statues, il y avait un autre héritage. Un fichier, crypté, scellé par Kova elle-même, marqué « Ronan, dernière directive ». À l'intérieur se trouvait un message « Ronan, dernière directive ». À l'intérieur se trouvait un message, préenregistré, horodaté 20 minutes avant la détonation. Son visage paraissait plus vieux que jamais, fatigué, pas brisé, juste épuisé. « Si vous regardez ça, je suis parti », dit-il simplement. « Et sachez que je n'ai pas fait ça par envie. Je l'ai fait parce que personne d'autre ne l'aurait fait. » Il détourna le regard un instant. « Je ne sais pas ce qui va suivre. La paix, la guerre, quelque chose de pire. Mais je sais une chose. La Terre ne peut oublier ce qu'elle est devenue. » Il se pencha plus près. Pas seulement des combattants, des survivants, des guerriers, certes, mais avec une âme. Ne la perds pas. Ne deviens pas comme eux. Il marqua une pause. Ils nous ont tout pris. Nous leur avons donné le feu en retour. Mais ne laisse pas le feu être tout ce que nous sommes. Qu'il soit ce dont nous avions besoin, pas ce que nous deviendrons pour toujours. Pas ce que nous deviendrons pour toujours. Ses yeux s'adoucirent. Et pendant une seconde, le soldat disparut. Et le père revint. « Dis-leur que j'ai essayé. » Puis le message prit fin. Kova ne l'a jamais rendu public. Elle l'a enterré dans un nœud sécurisé, au plus profond des archives centrales de la Terre, verrouillé derrière sa propre clé génétique. Peut être qu'un jour le monde serait prêt à le voir, mais pas encore. Pour l'instant, ils avaient besoin de Ronan, le symbole. Ronan, la colère. Ronan, le mur contre lequel la galaxie s'est brisée. La Terre a changé après cela. Elle s'est battue contre elle-même. La Terre a changé après cela. Elle n'est pas devenue une conquérante. Elle n'a pas bâti d'empire. Elle est devenue une sentinelle. Ses frontières étaient sillonnées de grilles de détection, de mines quantiques, de flottes à réaction automatique. Tout vaisseau franchissant ces lignes ne recevait aucun avertissement, aucune négociation, juste un souvenir. Ce n'est qu'un souvenir. Aucune espèce ne pénètre dans l'espace humain. La phrase était gravée sur les stations orbitales, enseignée dans chaque école de colonie, répétée dans le serment de chaque flotte. Et pourtant, à l'intérieur de cette frontière, la Terre guérissait. Lentement. Les enfants sauvés des laboratoires grandissaient, beaucoup sous protection, certains sous silence, certains avec des cicatrices trop profondes pour être traités par la médecine, mais la plupart survivaient. L'un d'eux, le garçon au soldat de plomb, rejoignit la flotte 20 ans plus tard. Son premier acte en tant que capitaine,
déposer une gerbe au pied de la statue de Ronin. La Terre se souvenait. Mais la Terre résistait. La politique galactique tentait de se reconstruire, bien sûr. Des alliances brisées murmuraient des vœux de réunification, de nouveaux conseils, de nouveaux noms. Mais quelle que soit la bannière qu'ils arboraient, ils ne touchèrent plus jamais Sol, car ils se souvenaient tous. Encore une fois, parce qu'ils se souvenaient tous. Ce qu'un vaisseau humain avait fait. Ce qu'un père, brisé par le chagrin, forgé dans la perte, poussé par la vengeance, était prêt à devenir. Ils se souvenaient que la Terre n'était pas morte lorsqu'ils avaient tenté de la tuer. Elle s'était mise en colère, et la galaxie n'oublierait jamais le prix à payer pour avoir franchi la ligne. Finalement, personne ne savait si Ronan était vraiment mort. Aucun corps, aucune boîte noire, aucun fragment d'ADN n'a été retrouvé. Certains disaient qu'il était devenu partie intégrante de la singularité, absorbé par la blessure gravitationnelle qu'il avait déclenchée. D'autres pensaient qu'il avait survécu, qu'il s'était échappé dans l'une des capsules d'atterrissage, qu'il avait erré aux confins de la galaxie, en exil, observant. Attendant, quelques chaînes complotistes prétendaient même qu'il était la voix derrière certains appels de détresse codés envoyés depuis les systèmes périphériques, où les derniers survivants de l'accord tentaient de se regrouper. Mais ce n'était que des histoires, jusqu'au jour où un enfant d'une colonie extérieure trouva une étrange boîte enterrée sous un arbre planté en mémoire du siège. À l'intérieur se trouvait un soldat de plomb, griffé, soldat, griffé, vieux, encore intact. Un simple mot y était attaché, tiens bon. Pas de nom, pas de date, juste un héritage qui ne s'effacerait jamais. L'homme qui a brûlé les étoiles pour sauver une planète et a rappelé à la galaxie la fin.